On va reprendre avec un livre un peu costaud en fait. C'est un livre qu'un ami m'a offert en anglais en me disant écoute, j'ai pas réussi à le lire, je pense que ça va te plaire. Donc du coup c'est un peu un défi. C'était Baptiste pour ceux qui le connaissent. C'est un peu un défi. J'ai été obligée de le lire. Et effectivement, je me suis rarement autant accrochée sur un bouquin en anglais. J'ai mis vraiment un mois à le lire. C'est assez compliqué. Vous allez comprendre. Je vais juste lire un paragraphe dans ces passages assez complexe et oui, je vais le lire en français, hein, rassurez-vous. Oui, effectivement, dès le début, ça commence comme ça. C'est pas l'incipit que je mets, mais c'est un peu pour vous donner une idée de l'ambiance. C'est juste un paragraphe. Bien que le dernier chauffeur à avoir été déposé sur Ham ait été relevé 5 ans avant la naissance de Simon, son influence demeurait grande parmi les papas. Les plus Daveins ne parlaient pas à la jante féminine, ne la regardaient pas et affirmaient ne même pas reconnaître les mamans de leurs propres gamins. S'ils l'avaient emporté, ces fanatiques, ils auraient enveloppé toutes les mamans dans leur couvre-truc des pieds à la tête. Si l'on devait en croire les papas, particulièrement les 2 ou 3 d'entre eux qui savaient lire, le livre était tout ce dont n'importe quel hamster avait besoin en matière de compréhension. Le livre échappait aux saisons et aux années. Ce que Dave avait décrit, il l'avait aussi prédit, et ce qu'il avait vu en son temps arriverait de nouveau, car cela n'avait jamais vraiment disparu. Le nouveau Londres de Dave se trouvait tout autour d'eux, pris dans les zones et le récif. Un monde caché et cependant encore tangible. De même que les racines de l'herbe à 1000 trous ressemblaient aux hémorroïdes et se révélaient aussi bonnes pour le traitement de cette affection, de même les Daveries étaient de minuscules tableaux et des légendes fragmentées d'une cité de Dave transcendantale. Dave le papa et Carl le garçon perdu qui avait été déposé là par Dave au Made in China. Le problème pour les hamsters n'était pas de bâtir un nouveau Londres, mais seulement de se montrer digne de le réaliser par leur connaissance. Et là je vous cite un passage où la syntaxe est normale. Voilà, donc on tombe là-dessus en anglais, mais... Premier dialogue, j'avais reposé le livre, j'allais faire un café, je suis revenue, je fais rappelle-toi, tu ne peux pas dire que tu n'as pas lu ce livre, on te l'a offert. Voilà, donc le livre de Dave, c'est, même si c'est pas vraiment évident à la lecture de cette citation, c'est l'histoire d'un chauffeur de taxi, un vrai cocktail, qui est complètement blasé de la vie. C'est un loser, il est alcoolique, il est raciste, il est misogyne, c'est un sale type, il déteste tout le monde, et plus particulièrement son ex-femme, Michelle, qui a obtenu la garde de leur fils, Carl. Donc, même si c'est un sale bonhomme, il fait quand même de la peine parce qu'il finit vraiment par sombrer dans la folie. Et il va écrire un pamphlet, une sorte de règlement de compte, qui va appeler le livre de Dave, qui va graver sur des plaques et qui va enterrer une nuit de folie dans le jardin de son ex-femme. Sauf que, quelques siècles plus tard, ce défouloir est devenu un livre sacré qui va réglementer les moindres aspects de la vie dans une Angleterre, c'est Ingleterre, post-apocalyptique qui a été envahie par les eaux. Donc en gros, bah voilà, ces règlements, c'est les hommes et les femmes vivent séparés, les prêtres, c'est les chauffeurs, ils tournent le dos à leurs fidèles et les regardent par un rétroviseur, des choses comme ça. Et ils récitent des noms de rues londoniennes en guise de prière, qui sont un peu des trajets, les trajets que les chauffeurs de taxi londoniens doivent apprendre par cœur. Et donc, est bon tout ce qui est déviant et très mauvais tout ce qui est chélien. Donc chélien comme Michel. Et donc dans ce futur post-apocalyptique, il y a un homme, Simon Devash, qui va tenter d'aller contre le totalitarisme de cette église, contre la divinité, donc en disant que les hommes et les femmes peuvent vivre ensemble. C'est hérésie, quoi. Ah oui, c'est une utopie. Ouais, voilà. Évidemment, ça va se terminer très mal pour lui, parce que bon, quand même, quoi. Va pas ainsi contre les paroles du livre de Dave. Donc le roman va alterner les chapitres qui sont à notre époque, qui vont retracer la vie de Dave, et les chapitres dans ce futur terrible, et avec l'histoire donc de ce réformiste, Simon, un futur où l'on parle une espèce d'anglais cockney complètement dégénéré, qui est devenu la langue courante, et qui est retranscrit dans les dialogues par une graphie type langage SMS, qui est assez amusante à lire. Mais au début c'est difficile quand même. Donc évidemment au niveau du langage c'est vraiment super imaginatif. C'est parfois quand même assez cryptique, malgré le glossaire à la fin. Enfin, juste feuilleter le glossaire, c'est assez drôle, quoi. Bon, par la force des choses, vu qu'on alterne le futur et le présent, il y a un chapitre sur 2 au moins qui est lisible un peu plus facilement. Quand je dis ça, quand même, il y a beaucoup de discours indirects qui est intercalé, parce qu'on est un peu dans les pensées de Dave, qui est un homme un peu spécial, non, comme on a pu le voir. Et pour les autres chapitres, du coup, il faut juste choper le mécanisme. Donc il y a certains mots qu'on arrive à comprendre avec le contexte. Donc par exemple, le curry, c'est la nourriture. Ce qu'on appelle le Starbucks, c'est le petit déjeuner. Un laineux, c'est un mouton. Un bacon, c'est un cochon. Et l'évian, c'est l'eau. Aussi,
Et donc comme cette langue c'est le monde vu par un chauffeur de taxi, hein, du coup on a des correspondances qui au début sont comme ça, mais qui finissent par venir presque naturellement. C'est-à-dire que le pare-brise c'est le ciel, donc voilà, le phare c'est la lune, voilà. Quand on parle de l'antibrouillard qui est levé, bah, c'est le soleil tout simplement. Le chauffeur, bah, c'est le prêtre de la communauté, et les croyants sont des clients. Au bout de 5 clients, on a un taxi. Et pour avoir une communauté, il faut avoir 5 taxis, ou 3 taxis, je ne sais plus. Donc voilà, les heures de jour, c'est des tarifs. Donc c'est le premier tarif, l'antibrouillard est levé, des choses comme ça, quoi. Donc c'est vraiment très déstabilisant au début, hein, parce qu'on est vraiment direct. En plus, le premier chapitre est dans le futur. Donc on est vraiment direct plongé dans cet univers dont on n'a pas du tout les codes. Surtout que c'est quand même un futur, l'Angleterre est envahie par les eaux, les gens ont une vie très, très rudimentaire, donc on est vraiment très loin de tout ce qu'on peut connaître. Et même leur façon de dire bonjour finalement est liée au vocabulaire du taxi. Alors j'aimais beaucoup en anglais parce que c'était where to go ou where to love pour dire bonjour, et to New London, c'est la réponse pour dire bonjour. En français c'est, j'avais noté, où va ton chef? C'est à quoi on doit répondre? À New London. Et j'en profite pour faire un petit lien, et pour le coup, il y en a qui me reprochent de faire du placement de produit. J'ai placé un produit qui n'est pas à nous, mais c'est un peu un des mécanismes qui est à l'œuvre dans le Enigma Archer qui vient de sortir, que je n'ai pas encore lu, mais à mon avis c'est de la tuerie. Et d'ailleurs, ne le prenez pas tous parce qu'il m'en faut un quand même. Hein. Et dont la préface, justement, a été écrite par Will Self. Alors, soirée Enigma Archer, et d'ailleurs, produit. Soirée Enigma Archer à Caribe en présence du traducteur qui est juste un Nicolas Richard, traduction Nicolas le fameux Richard, Nicolas Richard, qui avait déjà le 22 novembre à Caribe. Et en plus de Nicolas Richard, il y aura Anne-Sylvie Omassel, que beaucoup d'entre vous connaissent. Une star. Pour ses traductions. Qui est en ce moment même en train de traduire un autre genre de monstre à la Rita Walker, qui est Fearsome Engine de Ian Banks. Donc c'est une soirée traduction de texte bizarre. Voilà. C'est le 22 novembre. Jeudi soir, 22 novembre, soirée traduction de malade autour de Enigma Archer. Je vais finir sur une autre citation un peu plus compréhensible, hein, parce que quand même, pour montrer que voilà. Parce que ces parties justement dans le présent ont vraiment leur propre voix et sont pas plates par rapport au reste, elles ont vraiment quelque chose. Parce que le personnage de Dave est quand même très présent. Et du coup, c'est un passage où t'as Dave qui commence déjà à être assez attaqué, à péter un peu un câble, qui va chercher son fils Carl à la sortie du collège privé où sa mère l'a inscrit, parce qu'elle s'est remariée avec, je crois que c'est un journaliste hyper riche, qui s'appelle Carl Devenish, je dis le nom parce que ça apparaît dans l'extrait. Et donc Carl, le petit, il a 14 ans maintenant, et son père va le chercher à la sortie du collège. Donc Carl comprenait que cela faisait partie de tout le paquet coûteux. Avec Carl Devenish venait Beach House, la maison où il vit, la Range Rover Vogue, les vacances toscanes, et bien sûr la putain d'école snob. Les privilèges, c'était dégueu, son papa lui manquait. Dave lui manquait, lui qui l'emmenait en taxi pour lui montrer des parties de la ville, Wormwood Scrubs, Lea Bridge, le Honor Oak Reservoir, que les branleurs d'Hampstead ne verraient jamais. Au cours des 3 dernières années, où Carl avait de moins en moins vu Dave, l'idée qu'il se faisait de son père s'était délitée, se détachant à la fois de toute fondation dans le passé et de la réalité de plus en plus troublante de l'homme. Dans la vision de Carl, Dave était un chevalier de la Grande Route. Il connaissait la ville et il connaissait ses habitants. Dave était chez lui, là-haut, à l'ouest, dans un restaurant chic, comme il l'était chez Muratori, le café des chauffeurs de taxi à King's Cross. Tout le monde le connaissait, les flics, les barman, les collègues chauffeurs, les gesticulateurs, tous le connaissaient et le respectaient. « Ça va, Tofty » lançait-il quand la Far West s'arrêtait, d'un crissement et que père et fils en sortaient. Aussi, le jour fatal, en octobre dernier, où Carl franchit les portes en fer forgé ouvragées de sa nouvelle école, et où il trouva son papa recroquevillé sur le volant du taxi, mal rasé, des filets blancs visqueux au coin de ses lèvres qui pelaient, des plaques graisseuses sous ses yeux éteints, ce fut un choc épouvantable. « Viens ici, fiston » grommela Dave, « viens ici !» Le premier instinct de Carl fut de s'enfuir. Des garçons de sa classe avaient déjà repéré la bizarre apparition. Un taxi londonien garé à Fognal à 4 h de l'après-midi. Ne déposant ni ne prenant personne, en équilibre à 1,50 m du bord du trottoir, mais enfoncé dans le caniveau. Pire encore, la Fairway, qui, du temps où son père avait de la fierté, n'avait jamais véhiculé aucune sorte de publicité, arborait à présent des super sites. Le côté du conducteur montrait une blonde en soutien-gorge et petite culotte, tirant une bandelette d'entre ses cuisses. En dessous, il y avait le slogan à double sens. Un dollar à ôter, agréable à porter. Des yeux puérils absorbaient cela. Pourquoi est-ce qu'il vient ici? Pourquoi? Carl était tiraillé entre l'inquiétude pour son père, dont il savait qu'il était interdit de séjour dans un rayon d'1 kilomètre autour de Beach House, il a une ordonnance pour ne pas s'approcher,
et la colère qui lui fit honte devant les autres garçons. Il se précipita, ouvrit brutalement la portière arrière du taxi, jeta son cartable, sauta après lui à l'intérieur et lança à son père « En route, taxi !» Dave se mit au diapason avec lui, disant « Où va-t-on, chef ?» Piqué au vif, Carl répondit « Seversneck Road », une rue qui se trouvait tout près de l'appartement de Dave. Carl pensait qu'ils iraient prendre le thé ensemble ou taper dans un ballon pendant une demi-heure à Parliament Fields, mais son père était trop dément. Il conduisait, laissé à gauche Frognall, à gauche Harcourt Road, à droite Seagans Avenue, et il fulminait putain de ci, et putain de ça, et putain de nègre, et putain de youpin, et putain de jeune garce, et putain de vieille casserole. C'était comme si, en se faisant passer pour un client, Carl s'était lui-même exposé au courant de conscience le plus profond, le plus obscur, le plus atavique des chauffeurs de taxi. Trop choqué pour dire quoi que ce soit, Carl restait assis, tandis que la voix de son papa grésillait par l'interphone. Au croisement de Roderick Road, le taxi s'arrêta. Dave ouvrit la portière arrière et dit « Descends, fils !» Carl s'avança, mais avant qu'il ait pu dire un mot, Dave cria « Gratuit pour cette fois !» et il fila dans un bombissement.